est-ce qu'un jeu peut être beau par essence? Pas simplement joli, pas seulement bien illustré, mais profondément structuré par une intention esthétique. Aujourd'hui, je vous propose cette question. Que se passe-t-il quand l'art ne se contente plus d'embellir, mais devient l'ossature d'un jeu? Autrement dit, que change-t-il dans notre façon de jouer, d'apprendre, de penser? Qu'est-ce qui se passe quand l'esthétique ne s'ajoute pas au jeu, mais structure le jeu en profondeur? Alors ici, je parle d'esthétique. Quand j'utilise ce mot, j'adopte une entrée résolument philosophique. Il y a plusieurs entrées qu'on peut avoir sur le mot de l'esthétique. Moi, c'est la construction philosophique du terme qui m'intéresse. Ici, je m'inscris dans la tradition qui remonte à Platon, à Aristote, plus récemment à Baumgarten, qui, au XVIIIe siècle, pense l'esthétique comme science et expérience du sensible, comme réflexion sur la perception, la forme et le beau, mais aussi le grossier, le vulgaire, voilà, qui s'intéresse à cette expérience du sensible qu'on peut avoir. Cette perspective permet de penser l'esthétique non comme un simple ornement ou style, mais comme une expérience, comme une structure, comme une puissance de transformation. Alors avec ça en tête, je vous propose trois axes, trois enjeux donc, où se croisent esthétique et jeu. Premier enjeu, l'art, dans le jeu, peut ouvrir un espace de liberté sensible. Un territoire où le plaisir ne dépend pas de la réussite ou de l'échec, mais de la manière dont on éprouve le monde. C'est ce que Kant appelait une finalité sans fin. Le plaisir d'une forme sans besoin d'en tirer une fonction. Et c'est aussi ce que la philosophe Isabelle Rieussé-Le Marié appelle le libre jeu du plaisir libre. Un jeu qui donne à voir, à sentir, à interpréter, mais qui n'enferme pas. Euh, Kant, quand il parlait de l'acte de créer, il imagine, avant que la création ne se fasse, qu'il y a un jeu de l'imagination. Il utilise l'expression le jeu de l'imagination qui est préalable à l'acte créatif. Et qui est dans son esprit, il n'y a pas de structure. C'est une forme sans structure, chez Kant, l'imagination. Alors, si on prend des jeux comme Dixit, Mysterium, Dany, qu'on aime bien, les règles sont simples et c'est l'image, l'ambiance, le geste créatif qui guide nos choix. Le sens va surgir dans l'entre-deux, entre le joueur et la carte, entre le joueur et joueur, entre image et interprétation. En formation, dans nos classes, ces jeux nous permettent d'ouvrir un espace d'expression esthétique, de faire surgir des récits, des émotions, des représentations, et sans forcément passer par les mots. L'art ici devient une porte vers l'imaginaire, mais aussi donc vers le sensible. Alors poursuivons avec un deuxième enjeu. Quand l'art structure le jeu, ici on peut le considérer de la sorte suivante. Il ne se contente pas ici l'art d'enjoliver la surface, il peut en devenir donc la charpente, la forme vivante. Et là, il y a un philosophe majeur qui s'appelle Gadamer, Hans-Georg Gadamer, qui explique les choses, je trouve, brillamment. Le jeu n'est pas simplement une action du joueur, c'est un processus qui nous englobe. C'est le jeu lui-même qui joue avec nous. Et c'est justement ce qui le rapproche, selon Gadamer, de l'œuvre d'art. Une œuvre qui se déploie dans le temps, entre les intentions du créateur, les gestes des participants et les regards qu'il interprète. Si on prend des jeux comme Azul, Sagrada ou Babylone, ce sont des jeux où l'esthétique est structurelle. La composition visuelle n'est pas décorative, elle est mécanique. On peut également aller... on en reparlera tout à l'heure. Les choix tactiques sont influencés par l'harmonie des formes, la logique des couleurs, la géométrie du plateau. Ces jeux sont des exemples parfaits de ce qu'on appelle la théorie du design... l'exemple parfait de ce qu'on appelle en théorie du design l'ergodicité. Cela signifie que l'expérience ne se déploie qu'à travers une interaction continue avec le système. On ne contemple pas l'esthétique d'un jeu comme une œuvre finie, on la traverse par l'action, le choix, la stratégie. Le sens naît du parcours, du mouvement dans l'œuvre et pas simplement de sa forme figée. En pédagogie, ces jeux nous enseignent quelque chose d'assez essentiel. La beauté, l'art, peut faire jouer. Et surtout, jouer peut être une manière d'entrer dans l'art. Troisième enjeu, lorsque l'art structure le jeu, il transforme l'expérience ludique en expérience esthétique collective. Et ici, on rentre dans la pluralité de la dimension de l'art. Car ce que l'un ou l'une perçoit comme beauté, un autre, évidemment, peut le recevoir et le vivre autrement. Je pense à une amie, que je salue, je sais qu'elle ne me regarde pas, mais je la salue,
qui photographie systématiquement les plateaux de Scrabble lorsque la partie est terminée. Et quand on finissait une partie de Scrabble, à chaque fois, on disait attends, bouge pas, c'est magnifique, regarde. Et donc, elle adorait voir et elle le prenait souvent en photo. Même à l'époque où. Ça date, parce que même à l'époque où il n'y avait pas les téléphones portables, et donc il y avait elle allait chercher son appareil photo pour prendre une photo de pellicule. Elle adorait c'est la façon dont les lettres se croisent, les tensions graphiques, les mots même qui sont ici. Et donc, elle y voyait ici une forme artistique. Là où, évidemment, moi, je voyais que des points et un support pour mettre des mots. Et donc, oui, effectivement, moi, de mon côté, je suis de ceux plutôt qui peuvent jouer avec des jeux assez moches, les jeux à la Martin Wallace, par exemple. Car pour moi, la beauté, elle réside ailleurs. Elle réside dans la sensation de liberté, dans l'élégance cachée de certaines mécaniques, dans l'intelligence du système. Ici, la beauté, pour moi, est dans le mouvement, pas dans l'image. Mais ce sont ces écarts de perception qui montrent que l'art dans le jeu n'est pas une vérité imposée, mais un langage à co-interpréter. Une structure esthétiquement qui ouvre un espace symbolique où chacun, par sa propre porte, va pouvoir entrer. Contemplation, tactique, émotion, humour. Et une fois de plus, je vais me rattacher à Gadamer qui appelle cela la fusion d'horizons. Une œuvre où un jeu devient ce qu'il est à travers l'interprétation conjointe de ceux qui y participent. Pour nous, enseignants, cela veut dire concevoir, dans une perspective ludopédagogique, ça veut dire concevoir des dispositifs qui ne transmettent pas une vérité fermée, mais qui invitent à l'interprétation collective, au jeu des points de vue et à la co-création du sens. Alors oui, pour conclure, quand l'art structure le jeu, il ne s'agit pas d'une coquetterie, il ne s'agit pas même d'un supplément d'âme, c'est une invitation à habiter vraiment le monde autrement, à explorer la beauté comme forme vivante, comme langage en mouvement et comme une expérience que l'on peut partager, que l'on peut même offrir en partage. Dans une époque, parce qu'on est comme ça à critiquer notre époque, elle est saturée de dispositifs utilitaristes. Jouer dans un espace façonné par l'esthétique, c'est aussi réapprendre à voir, à ressentir, à ralentir. C'est accepter parfois que le jeu ne serve à rien, sauf peut-être à nous rendre plus humains. Et je vous laisse avec cette citation de Schiller. Ça faisait un moment que je voulais la mettre quelque part, mais je pense que là, elle tombe assez bien. L'homme, ou l'humain aurait-il dit aujourd'hui, l'homme ne joue que lorsqu'il est homme au sens plein du mot, et il n'est tout à fait homme que lorsqu'il joue.